Bienvenue sur la chaîne Tendance Nomade de live. Tendance Nomade propose sur sa chaîne YouTube une série de lives sur des thématiques autour de la relance de nos métiers, événements et tourisme d'affaires. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec Olivier Chauveau, directeur de la publication de Tendance Nomade. Bonjour. Michel, médecin, expert en événementiel et MICE. Vous qui nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors, bonjour Olivier. Bonjour Alexis. Alors, quelques mots sur cette émission. Oui, quelques mots. Donc, on entame une nouvelle émission Tendance Nomade le live. On a abordé bon nombre de sujets maintenant, l'aérien, la restauration, l'univers des DMC, etc. Aujourd'hui, c'est très intéressant en fonction de l'actualité. On va aborder l'univers des salons professionnels pour certains. On a avec nous deux patrons de salons qui ont dû décaler les dates de leurs salons respectifs. Aujourd'hui, c'est intéressant, ils vont nous parler de de la vie, de comment on fait pour maintenir un salon. On a des contraintes sanitaires et économiques qui impactent terriblement la vie de ces salons, donc ils vont nous expliquer comment on arrive à faire vivre ou survivre ces salons. Voilà. Donc, Alexis, je te laisse la parole. Merci. Alors, donc une émission que nous pouvons retrouver en direct et en replay sur YouTube. N'oubliez donc pas de vous abonner et pensez à poser vos questions tout au long de l'émission. Donc, comme disait Olivier, aujourd'hui l'émission se décompose en deux parties et va durer 45 minutes environ. La première avec la question du jour. Quel est l'avenir des salons professionnels post-Covid? Après plusieurs mois d'arrêt total et dans un contexte encore incertain, les grands salons font pour certains le pari d'une nouvelle programmation dès l'automne. Quels enjeux pour le secteur et pour leurs clients? Quel modèle économique? Quelles garanties sanitaires et quelles contraintes? Les exposants, les visiteurs étrangers et français seront-ils au rendez-vous? Autant de questions stratégiques que nos invités débattront en live avec vos réactions et vos commentaires. Pour en parler donc aujourd'hui, Frédéric Lerin, directeur général du salon IFTM Top Tresa, salon majeur dans le tourisme, et Yannick Villain, directeur commercial du salon Sido à Lyon. La deuxième partie, avec notre tour du monde, posera ses valises cette semaine au Costa Rica à la rencontre de Mathias Terrade, agence CAST DMC en Amérique centrale, qui nous fera un bilan rapide sur la situation et nous indiquera aussi comment il envisage l'avenir. Donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long de l'émission. Nous sommes en direct. Et pour commencer, je vais laisser la parole à Michel qui va nous faire un petit billet sur la situation du Covid. Michel. Merci Alexis. Simplement Alexis, sur un plan technique, parce qu'on est en direct, on t'entend très bien. Par contre, ton image est gelée. On te voit plus du tout bouger. Donc, je pense que pendant que je vais parler, je vais te laisser, te reconnecter. Parfait. Pour que tu essayes de trouver une solution. Voilà. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour essayer peut-être de refaire un petit point rapide sur le Covid qui ne finit pas de parler de lui. Alors, sur un plan médical, vous avez comme moi beaucoup d'informations. C'est vrai qu'on ne sait pas bien où on va et c'est peut-être ce qui est le plus déstabilisant et qui fait que la confiance a du mal à revenir. Parce que aujourd'hui, vous avez vu certains pays qui étaient donnés en exemple, comme l'Allemagne, le Portugal, la Corée ou Israël, ont à nouveau des cas de Covid qui se développent, alors que pourtant ils sont assez stricts dans les mesures qu'ils prennent. Donc ça, c'est une inquiétude. La deuxième inquiétude que l'on a, c'est que les symptômes se révèlent quand même relativement graves pour certains qui ont des Covid qu'on appelle longs, c'est-à-dire qu'ils ont des pathologies qui vont durer assez longtemps et c'est quand même assez inquiétant. Donc c'est vrai que pour la majorité des gens, ça reste bénin, mais il y a quand même beaucoup de morts et il y a des pathologies qui traînent derrière et qui sont assez ennuyeuses. Donc tout ça fait qu'on est dans un climat de grande incertitude. On ne sait pas bien ce qui va se passer à la rentrée. Aujourd'hui, la situation, c'est que on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire disparaître le virus,
quasiment tous les pays ont des cas résiduels. C'est le cas en France, puisqu'il y a quand même encore beaucoup de nouvelles contaminations chaque jour. Et tout ça, c'est pas très rassurant sur un plan du business. Alors, sur un plan du business, la problématique, elle est multiple. La première, c'est comment est-ce qu'on peut rassurer les gens avec évidemment, tous les gestes barrières, mais on se rend compte que c'est pas forcément suffisant puisque, comme je le disais, les pays qui l'ont adopté voient quand même encore des cas. Donc, essayer de rassurer les gens. C'est vrai que les métiers de l'événement, du tourisme, sont particulièrement impactés. Et à partir du moment où on fait circuler les gens, on les fait se déplacer, eh bien on augmente les risques. Et c'est vrai que cet été va être un test très important puisqu'on ouvre les frontières. On va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Après, sur un plan du business, ce qui est très compliqué, c'est que la situation fait que les entreprises modifient leur façon de communiquer, leur façon de consommer. Et en termes de communication, les entreprises sont obligées de continuer à vendre, d'aller à la rencontre de leurs clients. Donc, quel est l'avenir des médias qui sont basés sur l'événement, sur la rencontre? Est-ce que les annonceurs vont se détourner vers d'autres modes de communication? Est-ce que c'est provisoire? Est-ce que c'est durable? Comment les acteurs, qui sont les acteurs de l'événement, du congrès, du salon, vont s'adapter à cette nouvelle situation sanitaire et à ces nouvelles contraintes? Je pense que c'est tout l'enjeu de cette émission aujourd'hui. On aura l'occasion d'en débattre et d'en parler. Parfait. Merci Michel. Alors, donc, bonjour Frédéric et merci d'être avec nous. Bonjour Yannick. Bon. Merci d'être avec nous. Alors Frédéric, vous dirigez IFTM Top Resa, qui est un salon majeur du tourisme. Pouvez-vous nous dire en quelques mots déjà et quelques chiffres sur votre salon? Oui, bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ce live Tendance Nomade. Bonjour Frédéric. Tendance Nomade qui est un partenaire du salon historique. Voilà. Quelques chiffres sur le salon, oui, rapidement. C'est un salon qui existe depuis 41 ans, qui avait commencé sa vie à Deauville et qui est passé à la Porte de Versailles puisque le format évoluant, on est passé à la Porte de Versailles en 2008. Rapidement, je vais vous donner quelques chiffres de 2019. C'est pendant les 4 jours du salon, un peu plus de 34 000 professionnels qui sont venus sur le salon. Ce sont 1700 marques qui sont présentes, de 200 destinations, 150 conférences, puisque le contenu est très important sur le salon, et puis à peu près 600 accréditations presse sur le salon. 35% des gens qui viennent sur le salon travaillent en agence de voyage. 92% viennent pour découvrir des nouveautés, pour découvrir les évolutions du marché. Et ça, c'est un dernier chiffre qui est important. 64% des gens qui se rendent sur le salon sont des décideurs du tourisme. Voilà en quelques chiffres le portrait du salon. Très bien, merci. Alors, on va passer, avant d'entamer les questions et la table ronde, nous allons d'abord, merci Yannick d'être présent avec nous. Vous êtes le directeur commercial donc d'un salon qui a lieu à Lyon, qui est le SIDO. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le SIDO en quelques mots? Oui, alors le SIDO, prépare sa 6e édition, donc qui aura lieu les 3 et 4 septembre prochains, donc à Lyon. En fait, il s'agit du salon de la convergence des technologies, Internet des objets, intelligence artificielle, robotique et XR, donc réalité augmentée, réalité immersive, qui est une brique technologique qu'on a ajoutée cette année. Finalement, avec la situation, le SIDO devient le premier événement tech de la rentrée, puisqu'il regroupe 400 fournisseurs et 11 000 visiteurs qui viennent chercher des solutions technologiques qui vont leur permettre en fait de mener à bien leurs projets d'innovation et de transformation. Et aussi 80 conférences et workshops.
Merci, ok. Je pense que sur IFTM Tom Reza aussi, il y a beaucoup de conférences, Frédéric, si je ne me trompe pas. Oui, beaucoup. Et À peu près 150 conférences de nature différente. très bien. Alors, j'imagine que la décision pour vous, que ce soit pour le SIDO ou que ce soit pour IFTM, la décision de fixer et de garder cette date en automne, pour un salon n'était pas simple. Et sur quels éléments avez-vous fondé votre décision? Alors, on a pris un peu de temps, évidemment, pour acter de cette nouvelle date et surtout, on s'est un peu adapté. On était très en observation de l'évolution de la situation, puisque, en effet, le gouvernement a, dès le départ de la Covid, interdit les événements de plus de 5 personnes dans un lieu confiné jusqu'au mois de juillet. Alors, à ce moment-là, on se disait, nous, qui devions nous tenir en septembre, c'est peut-être encore jouable. Après, ils ont reporté ça jusqu'à l'interdiction à fin août. Là, ça devient quand même très critique de pouvoir organiser un salon en septembre. Et donc, à partir de ce moment-là, s'est posé la question du report. Et on s'est basé, pour répondre à votre question, sur des questions ou des réactions de bon sens. On s'est dit, de décaler de 2 mois, puisque c'est de ça dont on parle, puisqu'on est dorénavant du 17 au 20 novembre, ça pourrait avoir plusieurs vertus. D'abord, la première, c'est de laisser aux exposants potentiels le temps de reprendre leur souffle, j'allais dire, à la fois budgétairement parlant et parce que certains, comme je le dis, parfois avec une touche d'humour, mais c'est un peu de l'humour du rire jaune. Moi, j'ai quand même le double effet qui se coule, c'est-à-dire que je suis dans l'événementiel, mais je suis patron du salon du tourisme. Deux secteurs qui sont réellement impactés. Donc, on s'est dit, voilà, ça va leur permettre de reprendre un peu de l'air. Nous, ça va leur permettre de s'organiser aussi, parce que il faut bien dire que le salon n'a pas été leur priorité depuis 3 mois et c'est bien normal. Et puis, ça a laissé aussi une chance aux frontières de se réouvrir et donc aux personnes potentiellement de pouvoir voyager. Voilà. Et une fois qu'on s'est dit ça, qui étaient encore une fois des réflexions de bon sens, et évidemment pas une décision que j'ai prise moi en chambre dans une tour d'ivoire hors sol. On a les équipes et moi interviewé une centaine d'exposants un peu représentatifs des compagnies aériennes, des TO, des réceptifs, des destinations. Et je dois dire que 94% d'entre elles nous ont dit 2 choses. Nous ont dit bonne idée de décaler à novembre, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Et donc ça, c'était quand même une réponse massive. Et puis, et ça nous a touchés. La très très grande majorité d'entre eux nous ont dit, et puis Frédéric, il faut que le salon se tienne, même de manière un peu dégradée. C'est important, c'est le rendez-vous incontournable du tourisme et du B2B en France depuis 41 ans. Il faut que ce soit le kick-off, même s'il est symbolique, le kick-off de la reprise, même si elle est timide, pour pas dire inexistante pour certains. Voilà. Donc, ça, la communauté, j'allais dire, le marché du tourisme et cette communauté qu'on connaît bien, appelait vraiment de ses voeux d'abord le report et ensuite que le salon se tienne. Mais Frédéric, si je peux t'interrompre 2 minutes. Dans ta présentation du salon IFTM, moi, il y a 2 chiffres qui m'ont interpellé. C'est 34 000 professionnels qui se retrouvent sur les 4 jours et 200 destinations. Comment tu fais en novembre avec toutes les contraintes et autres, avec le nombre de personnes limité? Comment tu fais pour permettre à 34 000, 35 000 personnes de visiter le salon ou de participer au salon? Alors, est-ce que ça va être tout un travail de régulation, que sais-je? Et puis, les fameuses 200 destinations, qu'est-ce qui va se passer avec toutes les destinations qui n'auront pas encore réouvert leurs frontières? Comment ça se passe? Est-ce qu'elles vont pouvoir juste venir, ne serait-ce que venir? Comment ça se passe concrètement? Oui. Alors, il y a deux réponses, il y a 2 questions dans ta question ou 2 réponses. Sur la partie gestion
des mesures sanitaires, il y a également deux aspects. Vous savez qu'on est à la porte de Versailles, que le gestionnaire de la porte de Versailles, c'est Viparis. Viparis est en train de mettre en place un protocole sanitaire propre au parc des expositions. Et puis à l'intérieur de ça, il y a un protocole propre à chacun des organisateurs. Nous, RID, on est en train de travailler, enfin, c'est quasi abouti, sur un protocole sanitaire assez, évidemment, forcément contraignant, mais qui prend une photo de la situation à aujourd'hui. Ça, c'est important ce que je dis parce que j'ai le sentiment que avec cette épidémie de Covid, on a tous vécu 2 mois chez nous confinés, mais qu'on a eu une relation au temps qui est un peu distordue. Et il ne faut pas oublier quand même que le salon, avec ses nouvelles dates, va se tenir dans 4 mois, plus de 4 mois. Oui. Il peut, vous allez dire, je suis peut-être d'un optimisme béat, mais oui, j'ai envie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc je me dis aussi que d'ici 4 mois, la situation sanitaire en France, en tous les cas, pourrait être considérablement améliorée. Et qui dit améliorée dit un allègement important des mesures sanitaires à mettre en œuvre. Mais pour autant, pour l'instant, on part sur un scénario dur. Ça passe par de la gestion des flux, ça passe par des sens de visite un peu plus contraignants à la IKEA. Ça passe par effectivement des salles de conférence avec des places, une place sur 2 qui va être. Oui, c'est ça. Bien sûr. On va y la mise à disposition de gel hydroalcoolique, des distributions de masques, l'obligation d'être sur le salon avec un masque. Voilà, tout ça va être de toute façon, quel que soit le protocole qu'on mette en place, va être compliqué. Puisque le tourisme, puisque moi je parle du tourisme, c'est en plus, pas de bol, un public extrêmement convivial. On s'embrasse toute la journée, on boit une coupe de champagne sur le bar des tours opérateurs. Enfin, tout ça, ça va être bien sûr. Donc voilà. Donc, bien sûr, on a pris la priorité du groupe, c'est que nos visiteurs ou nos exposants puissent être présents dans un environnement sain et serein. Donc on met tout en œuvre pour ça. Mais voilà, ça restera compliqué. D'accord. Et sur la partie des destinations, est-ce qu'il y a beaucoup de variétés ou pas ? Tu as raison. Alors, c'est très variable. C'est très variable selon évidemment les régions, selon les zones géographiques. Certaines sont, et ça va avoir un impact sur le salon, sur leur venue. Sur la partie Amérique, que ce soit Amérique du Nord, Amérique centrale ou Amérique du Sud, c'est probablement une zone qui va être très affectée. Notre ami du Costa Rica disait tout à l'heure que eux, ils venaient de rentrer un peu dans le dur de la pandémie. Je vois pas comment le Costa Rica va pouvoir exposer. Oui, bien sûr. Alors, et complexité de voyage, etc. Et puis, et donc, forcément, oui, il va y avoir des destinations, soit qui vont venir. Alors, il va y avoir des arbitrages de toute nature. Il va y avoir un arbitrage, je dirais, épidémiologique. On ne peut pas voyager parce qu'on est en plein dans la pandémie. Ok, donc on ne vient pas. Il va y avoir des arbitrages budgétaires. On vient, mais on ne va pas faire un stand aussi grand que d'habitude. Parce qu'on n'a pas fait de chiffre d'affaires pendant 3 mois et que donc c'est compliqué. Pour autant, on veut être présent parce qu'on veut croire à la reprise. Enfin voilà, il y a toutes sortes d'arbitrages de cette nature, mais je pense que tous les salons sont un peu confrontés à ça. Bien sûr. Alors, bien sûr. Justement. J'ai profité de demander à Yannick. Alors, Yannick Villain, donc par rapport au SIDO, le SIDO va ouvrir ses portes à Lyon le 3 et le 4 septembre. Donc, ça va être un des premiers salons professionnels qui ouvre ses portes. Oui. Est-ce que par rapport à la décision de garder, est-ce que ce sont les dates initiales ? Non. Nous, en fait, on est exactement dans la situation du report, dans une situation différente par rapport à Fayage. Nous, on avait un salon qui devait avoir lieu au mois de mai. Vous voyez, donc en fait, on s'est retrouvé évidemment dans la fenêtre du confinement. Et en réalité, heureusement, on avait anticipé et quand on a vu en fait tout ce qui se passait en Chine, même si on n'avait aucune certitude, et puis d'ailleurs en France on nous disait qu'en fait il n'allait rien se passer, nous quand même dit, on sait jamais, il va peut-être se passer quelque chose sur le territoire, et donc en fait on a contacté la zone expo, la Cité internationale de Lyon,
où on organise l'événement, pour leur demander s'ils avaient des dates plus élevées, en se disant, on va mettre une option sur des dates, et puis on espère qu'on n'aura pas besoin de s'en servir, bien sûr, mais si on devait s'en servir, on sera bien content de les avoir. En fait, il se trouve que je crois qu'on a été confiné à partir du 17 mars, comme ça. Oui, c'est ça, oui. Et puis, heureusement pour nous, on avait des dates en septembre. Donc, évidemment, ça a été un peu plus simple de prendre la décision puisqu'on avait les dates. Et puis, quand on était au mois de mars, finalement, on se disait le mois de septembre, c'est loin. C'est loin, donc finalement, tout va bien. En regardant un petit peu ce qui se passait en Chine, on se disait, voilà, ça va être compliqué pendant 2-3 mois et puis ça va reprendre petit à petit, un peu comme en Chine. Voilà. Donc, nous, on a contacté, bien sûr, tous nos exposants, parce que c'est arrivé au mois de mars, on devait organiser le salon en avril, donc le salon était quasiment rempli. Ouais. Donc, on a évidemment contacté tous nos exposants qui nous ont suivis sur cette date de septembre. Alors, évidemment, pour rebondir par rapport à ce que disait Frédéric, nous aussi, évidemment, on a mis en place des mesures pour coller en fait à toutes les restrictions sanitaires qu'on pourrait rencontrer. Donc élargissement des allées, pareil, le gel hydroalcoolique, les masques, les flux de circulation, en effet, à la IKEA. Et en gros, on imagine le pire des scénarios, en fait, en se disant que on pourra répondre, puisqu'on a mis tout en place pour répondre. Alors moi, j'ai organisé un événement en septembre, vu la situation, ça peut paraître un peu compliqué. Ouais. Et justement, par rapport aux contraintes sanitaires, quelles sont les contraintes sanitaires les plus complexes à mettre en œuvre sur un salon, que ce soit sur IFTF Topresa ou le SIDO? Frédéric ou Yannick, à votre avis? La distanciation, clairement. Ouais. La distanciation, parce que la gestion des flux, des visiteurs entrants, etc., il suffit de mettre des allées dédiées, plus de gardiens, plus de sécurité qui dirigent les gens, voilà, des marquages au sol. Ça, c'est la gestion des flux, je dirais, entrants, avoir une sortie vraiment complètement décalée par rapport à l'entrée. Tout ça, c'est pas très compliqué. Sur mon salon IFTM, ce qui est compliqué, c'est pour les raisons que j'ai expliquées de ce secteur qui a besoin de se voir, de se discuter, de s'embrasser comme on a vu, etc. Et avec plein de points sur le salon de rencontres, des bars, le bar des tours opérateurs, le bar de la croisière, le bar du club affaires. Pour moi, c'est ça le plus compliqué. Les salles de conférence, c'est une grande complexité. Pareil, on neutralise une place sur deux. C'est la même chose. Je pense que, oui, Alexis, oui. Pardon, Ce que je disais sur un plan, je peux intervenir? Je dis Michel, pardon. Oui, non, ce que je disais, c'est sur un plan sanitaire, effectivement, ce que dit Frédéric. Après, je pense que le risque, il y a 2 points pour moi qui sont importants de vigilance particulier. C'est effectivement dans la distanciation, c'est le temps d'exposition, c'est-à-dire que vous savez, je sais pas si vous avez téléchargé Stop Covid, ce que je vous conseille de faire si vous l'avez pas fait, mais on considère que il faut à peu près 15 minutes de contact avec quelqu'un de contaminé pour pouvoir l'attraper. Donc c'est vrai que la durée d'exposition, c'est quelque chose de très important, et c'est vrai que dans un salon où ça circule, a priori, il y a moins de risques quand on est assis dans une conférence et qu'on va rester longtemps avec des gens. Donc le masque, ça diminue, mais cette notion de mouvement, elle est importante. Le deuxième point sur lequel je pense qu'il risque d'y avoir pas mal de communication, il y en a déjà, c'est tout ce qui concerne les climatisations et les systèmes de climatisation dans les lieux clos, qui sont des vecteurs potentiels importants de transmission et de brassage des virus. Et donc là, je pense qu'il faut vraiment avoir de la part des salles, des salons, des lieux, un certain nombre de garanties sur cette climatisation, parce que je pense qu'il y aura une forte demande de la part des participants et des exposants. Alors, moi j'avais une petite question. On parle beaucoup de
des formules hybrides présentielles virtuelles. Est-ce que vous avez eu la tentation à un moment de travailler sur un salon qui passe aussi, qui donne un aspect virtuel? Alors peut-être plus facilement dans la partie SIDO que sur IFTM. Alors, vas-y Yannick. Pardon. Ouais, ben non, en fait, alors virtuel, non. On considère que rien ne peut remplacer la rencontre physique, c'est quand même l'objet de notre métier. Solution hybride plutôt, avec oui, un peu de digitalisation pour augmenter l'expérience client, augmenter l'offre visiteur, mais fondamentalement, on est quand même, on aime ce modèle et notre modèle tourne autour de la rencontre physique. Donc, on n'a pas voulu du tout envisager un salon virtuel. Très bien. Alors, je suis extrêmement content d'entendre ça parce que je hurle la même chose tout le temps. Un salon 100% virtuel, même pas en rêve. Il y en a d'autres, il y en a certains qui s'y sont essayés avec des résultats qu'on connaît. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour une raison simple, c'est qu'on est fondamentalement, et on l'a vu pendant le confinement, des animaux sociaux. Qui ont besoin de se rencontrer, de discuter ensemble. On est grégaire. De se regarder les yeux dans les yeux. Et encore une fois, même si tous ces outils numériques formidables nous ont considérablement aidés, ils ont quand même leurs limites. C'est-à-dire que je me tue à dire ça à mes équipes commerciales régulièrement, on ne fait pas du business uniquement par mail, par écran interposé, par oreillette interposée. Ça ne fonctionne pas. Alors, en revanche, il faut essayer de tirer des enseignements de toute crise. Et il y a un des enseignements, et Yannick l'a dit, c'est que, effectivement, que le média, parce qu'il s'agit d'un média salon, se tourne vers une hybridation un peu plus importante, mais qui ne pas au détriment du présentiel. C'est-à-dire que le présentiel et le distanciel, puisqu'on va l'appeler comme ça, puissent s'enrichir l'un l'autre. Et surtout, in fine, l'objectif, c'est que l'expérience client générale soit un peu plus riche. Mais voilà. Donc, pour répondre à ta question, Alexis, oui, moi je travaille déjà sur des possibilités d'adjoindre, parce qu'il s'agit bien de ça, d'adjoindre une brique un peu plus digitale à l'ADN du salon. Mais voilà, et pour le coup, je ne pense pas que ce soit simplement un effet d'aubaine et que ce soit simplement circonstanciel et qu'on va oublier ça. Je pense que pour le coup, ça peut être quelque chose d'un peu durable. Oui, Probablement. exactement. J'ai une question sans doute terriblement indiscrète à vous poser à vous deux, organisateurs de salon. Mars, vous faites. Non, ça c'est presque pas. Non, c'était économiquement parlant. Est-ce que vous allez être. Alors, après, vous avez la chance tous les deux d'appartenir à des groupes importants, costauds. Est-ce que économiquement vous allez être impacté, que ce soit en termes, en raison du visitorat? Est-ce que vous avez une idée déjà du visitorat? Est-ce qu'il va être au rendez-vous? Est-ce qu'il y en aura moins? Etc. Et puis tout simplement le prix du mètre carré. Est-ce que pour maintenir vos exposants, les fidéliser, leur faire des cadeaux ou que sais-je, est-ce que vous avez été obligé de baisser le prix du mètre carré? Enfin voilà, comment ça se passe? Ou est-ce qu'il y a des conditions de règlement qui sont un peu plus cool? Comment ça se passe concrètement? Alors, surtout dans le tourisme, parce que ça doit être terrible pour eux. Ouais. Il serait absolument impensable et surtout incroyable, étant le salon représentatif et principal du B2B et du tourisme sur le marché français. Il serait, pourquoi, comme par magie, alors que tous les exposants sont touchés, on ne serait pas touché par ricochet. Évidemment que cette année est une année extrêmement particulière. Évidemment, le salon va être, en termes de surface, évidemment un peu dégradé. C'est le sens de l'histoire. Je veux dire, on a comme client exposants que des gens qui ont souffert. Bien sûr. Que le tourisme a quand même été l'un des secteurs les plus touchés dans le monde. Ah oui, complètement. Donc oui, le modèle économique, cette édition sera compliquée économiquement.
sur la politique de prix, non, on n'a pas bougé, D'accord. les prix du mètre carré. En revanche, nous essayons d'être beaucoup plus souple que d'habitude sur les CGV et notamment sur la politique d'annulation. Voilà. D'accord. Ok. Et très bien. Et du coup, alors, pour le... ouais, Oui, pardon. nous, donc, Non, bah en fait pour le SIDO, alors nous, encore une fois, on est dans une situation différente parce que le salon devait avoir lieu au mois de mai et que quand tout ça est arrivé, bah, je vous dis, on avait 85-90% de la zone qui était commercialisée. Les exposants nous suivent pour exposer au mois de septembre. Donc en fait, on a envisagé de faire une meilleure édition, bien sûr, mais on va faire une édition un peu mieux, un peu plus grande que l'année dernière. La situation évoluant, bah, en fait, on arrive quand même à convaincre de nouveaux exposants de nous rejoindre. Et en fait, chaque semaine, on a quand même des exposants qui décident d'exposer sur le salon. Et puis, en termes de visitorat, en fait, on avait beaucoup d'avance, puisqu'on avait un volume de préenregistrement de visiteurs avant Covid 2 fois et demi supérieur à l'année précédente. Ouais. C'était génial. Absolument. Et évidemment, le Covid est passé par là. Donc, alors on a relancé les campagnes de préenregistrement visiteurs qui, à date, sur les semaines qu'on vient de passer, là, les 3-4 dernières semaines, qui sont conformes à date au préenregistrement N-1. Et quand même, avant Covid, on a mené des enquêtes téléphoniques auprès des visiteurs qui s'étaient inscrits. Et en fait, on a 74% d'entre eux qui nous confirment qu'ils seront bien là physiquement en septembre à Lyon sur le SIDO. Donc, Super. bon, après, on n'a pas non plus les problématiques que peut rencontrer Frédéric parce que on n'est pas un salon international. Donc, alors évidemment, on a des exposants internationaux, mais pas énormément. On doit en avoir 10% et ceux-là vont pouvoir venir. Et en termes de visitorat, on devait être à 4-5% au niveau de l'international. Donc, en fait, on n'est pas si impacté que ça, finalement. International, oui, c'est ça. Voilà. Non, puis en plus pour rejoindre ce que disait Frédéric tout à l'heure, en fait, alors évidemment, le salon virtuel, la digitalisation, la visio, c'était très bien et c'est toujours très bien. Ça permet quand même de maintenir des liens. Mais il me semble, et je ne suis pas le seul à le penser, hein, qu'on commence quand même à être saturé de toutes ces offres. Alors évidemment, elles sont intéressantes, mais je pense que les personnes ont à nouveau besoin d'abord de faire du business, hein, parce que la situation oblige les entreprises à faire du business et qu'il y a un vrai besoin de rencontre. Et moi, je suis convaincu que les salons de la rentrée vont être des salons euphoriques. Parce que, à nouveau, on va je suis entièrement d'accord. C'est vrai. À nouveau, on va faire Moi, je l'ai bien vu hein, dans les commentaires suite à la centaine d'appels qu'on a fait auprès de certains exposants. Les commentaires, c'était vraiment vivement qu'on se retrouve sur le salon, vivement. Il y a ce que dit Yannick, il y avait un ras-le-bol de l'isolement et des écrans et des oreillettes. Et ça, on ne me l'a pas dit une fois ou deux, on me l'a dit 100 fois. Ouais. Je pense et d'ailleurs, en conclusion de ça, je trouve que c'est finalement ça laisse présager de beaux jours pour les salons. Je pense aussi. Et alors, moi j'ai une question par rapport justement à Frédéric et FTM Top Raisin. Aujourd'hui, à l'heure où la France est mise en avant, est-ce qu'on va avoir cette tendance aussi à travers vos thématiques et exposants? Alors, non seulement à travers… Alors, effectivement, sur le tourisme, ça ne vous a pas échappé. Il y a eu, d'un seul coup, la destination France est parée de toutes les vertus. Ça tombe bien parce que c'est un pays formidable. Mais, alors, pour certains, ça a été un effet d'aubaine. Des gens qui sont spécialisés sur d'autres destinations se sont mis à faire des brochures des productions France. Très bien. Très bien.
Et en revanche, ce qui se passe sur le salon, c'est qu'effectivement, puisque comme vous le savez, on a évidemment toute la partie internationale, mais on a aussi une partie qui s'appelle Destination France. Et bien, on est approché par aussi bien dans les établissements publics que privés, aussi bien les CRT, les régions, qui traditionnellement ne venaient pas exposer sur le salon, sur la partie France, soit parce qu'ils n'en trouvaient pas, ils en voyaient pas le besoin, ou soit parce qu'ils n'avaient pas une stratégie B2B un peu affirmée, ce qui a l'air d'être vrai. Et là, effectivement, force est de constater que j'ai eu plusieurs appels de gens, de patrons de région qui m'ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le salon cette année, sur la France, etc. Alors, est-ce que ce sera durable ? Je ne suis pas certain, mais en tous les cas, je ne refuse pas les ventes, quoi. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Je dirais que, alors, aujourd'hui, du coup, qu'attendez-vous, je dirais, de cette édition 2020 ? Bon, je pense que le SIDO sera peut-être un peu moins impacté que l'IFTM, mais est-ce que c'est pour vous une transition en attendant l'an prochain ou une véritable édition entière ? Alors, c'est naturellement, en tous les cas, en termes de fréquentation et en termes d'importance du salon, une transition. Enfin, je l'espère, parce que sinon, il faut que je fasse autre chose. C'est évidemment, comme je vous l'ai dit, le salon cette année sera forcément, en termes de taille, un peu dégradé. Puis, encore une fois, puisqu'on est le salon du tourisme, qui est le secteur le plus touché dans le monde. Donc, de ce point de vue-là, c'est une transition. Mais ça va être aussi un redémarrage, c'est-à-dire que c'est vraiment le salon qui va à nouveau, et parce que ça ne s'est pas fait depuis longtemps, parce que Yannick disait que lui, il serait le premier salon de septembre, etc. C'est bien entendu vrai, mais nous, finalement, on va être le premier salon du tourisme à se tenir. Exactement. Sur 2020. Le mondial du tourisme a annulé, l'ITB Berlin a été annulé, alors on sera concomitamment avec le WTM de Londres. Voilà. Donc ça va être quand même, et vous verrez demain, il y a un communiqué de presse qui part sur la partie visitorat et agent de voyage, et Jean-Pierre Masse, le président des entreprises du voyage, appelle lui aussi de ses voeux que tout le monde vienne au salon, parce que voilà, il y a ce besoin de se retrouver dans cette communauté. Je pense que globalement, on a vraiment ce besoin de se retrouver et de passer de l'autre côté de l'écran, puisque c'est sympa de faire des visios, etc. Mais on a vraiment ce sentiment et ce besoin de se retrouver entre nous pour pouvoir échanger d'une façon conviviale. Absolument. Pour conclure, quel est votre état d'esprit aujourd'hui, donc par rapport à votre vision de la filière des salons ? Alors, moi, très rapidement, je l'ai presque déjà dit avant, ouais. C'est que je crois que ce produit salon, le média salon, pour toutes les raisons dont on discute depuis plus de 30 minutes, a vraiment de l'avenir devant lui. Certains esprits chagrins ont programmé à l'avènement du digital dans les années 80 la mort des salons professionnels. Il force est de constater que 30 ans après, 25 ans après, les salons sont toujours là. Pour une raison simple, c'est que d'abord, on apporte quelque chose, on apporte une valeur ajoutée, on apporte une offre, on doit être des marqueurs et des présentateurs de nos secteurs respectifs et de leurs évolutions. Tant que, et moi j'ai coutume de dire ça sur IFTM, tant que IFTM parviendra à être la vitrine exhaustive du marché dans toutes ses composantes et dans ses évolutions, les visiteurs seront au rendez-vous parce qu'ils ont besoin, au-delà de l'aspect purement relations humaines, on se serre la main, on se prend dans les bras, on se rencontre, on discute, etc. Il y a aussi un salon, c'est pas, en tous les cas, un bon salon, c'est pas une succession de stands. On n'est pas des vendeurs de cloisons, des vendeurs de moquettes. On est des vendeurs on est des experts de la mise en relation. Donc de ce point de vue-là, je pense que la filière a un bel avenir. C'est mon point de vue. Merci Frédéric pour ce témoignage. Yannick, un petit mot peut-être pour finir. En fait, Frédéric a bien résumé la situation. En fait, on fait un métier où de toute façon, notre métier c'est de faire se rencontrer les gens.
Et puis rien ne peut remplacer cette rencontre. Donc voilà. En fait, je vais faire que répéter ce que vient de dire Frédéric, donc ça va pas être très intéressant. Mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. rien ne peut remplacer la rencontre réelle, la rencontre physique. Entièrement d'accord. Merci beaucoup Yannick, merci Frédéric. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons partir en voyage au Costa Rica à la rencontre de Mathias Terrade, qui s'est levé de très tôt ce matin pour nous rejoindre. Oui. Bonjour Mathias. Oui. Bonjour Alexis, merci pour l'invitation. Alors, effectivement, il est très tôt, il est 3h30. Hein. Désolé si je bafouille un petit peu à cette heure-ci. Bon, Mathias, vous êtes le général manager de l'agence CAST, donc en Amérique centrale. L'agence CAST a été créée en 1999 au Costa Rica. Vous avez ensuite ouvert un bureau en 2002 au Panama et un troisième bureau en 2005 au Nicaragua. Alors, parlez-nous un petit peu de la situation actuelle au Costa Rica. Alors, le Covid au Costa Rica, ça a été une situation assez atypique puisque le début du Covid en fin mars-avril a été relativement maîtrisé. On a eu pendant 2 mois une moyenne de 10 à 20 cas de personnes infectées par jour. Donc, c'est-à-dire rien du tout. Et des personnes hospitalisées en soins intensifs, c'était toujours 4, 5 ou 6 personnes. Depuis malheureusement 10 jours, ça s'emballe un peu. Nous avons une moyenne de 200 à 300 cas ces derniers jours, avec un total, depuis le début de l'épidémie, de 18 décès. Donc effectivement, on ne va pas se comparer avec ce qui s'est passé en Europe, mais les gens sont toujours inquiets aujourd'hui puisque les cas augmentent. Mmh. Et du coup, tout ce qui est maïs. Alors, l'aéroport, les 2 aéroports internationaux sont fermés. Ouais. Ils sont fermés en tout cas pour les vols commerciaux. Seuls les vols cargo et humanitaires y ont accès. Ils rouvriront normalement le 1er août. OK ? Donc, ça a été décidé le 1er août, les 2 aéroports réouvrent. Alors, ça va pas changer grand-chose pour nous, évidemment. Hein, c'est pas l'ouverture qui va faire que le maïs va redémarrer. Toutes nos opérations avril-mai ont été soit annulées, soit reportées. Mmh. On a toujours une opération. Reportée à quand, alors, Mathias? on a toujours une opération qui est confirmée tout début septembre. Bon, je ne sais pas si ça sera maintenu, mais en tout cas, on a toujours une OP début septembre. Sinon, c'est reporté pour 2021. Tous les reports sont pour 2021 aujourd'hui. Ouais. D'accord. Et du coup, pour l'instant, donc vous n'avez pas au Costa Rica d'interdiction de rassemblement. Alors, il n'y a jamais eu de confinement au Costa Rica. Okay, on a eu des restrictions véhiculaires, des restrictions d'accès, par exemple sur les plages. Ça a évité que tous les gens de la capitale se ruent sur les plages. Donc, les plages, par exemple, le week-end ont été fermées. Voilà, donc comme ça, les gens restaient pas comme en France où on a vu les Parisiens partir dans l'Aquitaine, je me souviens, juste avant le confinement. Donc voilà, nous, ça a été surtout des restrictions, ce qui est encore le cas. On n'a pas le droit d'utiliser la voiture, par exemple, de 19h à 5h du matin. D'accord. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Les rassemblements sont interdits, les fêtes, les anniversaires, tous ces rassemblements sont interdits. Les restaurants, une table sur 2, bref, hein, le classique. Le classique. Et avec port de masque obligatoire ? Port de masque obligatoire dans tous les commerces, pour les commerçants et les clients. D'accord, ok. Et du coup, alors comment vous sentez? Est-ce que vous sentez qu'il va y avoir une reprise à la rentrée? Là, vous avez un événement donc, qui est confirmé en septembre.
Comment vous voyez cette rentrée alors? Alors, sincèrement, bon, moi, je pense que rien ne sera comme avant le vaccin. Ouais. Voilà, je pense vraiment pas qu'il y aura de changement. Il y aura quelques OP. On essaie de trouver des petites solutions aussi assez sympas. Ce qui gêne beaucoup, c'est nos clients, c'est de se retrouver dans un bus à 40 ou 50. Donc, on met en avant les 4x4 en couple. Je parle de l'incentive, évidemment. Voilà, donc ce sont des idées qu'on met en avant qui plaisent. Bon, c'est un coût supplémentaire, mais voilà, ce sont des approches qu'on a en ce moment. Mais sinon, est-ce que cette pandémie vous a obligé à vous réinventer comme c'est un terme qu'avait employé un DMC sur un précédent live où il nous expliquait ça. Est-ce que vous avez créé de nouveaux produits, essayé de vous adapter au plus près du... Non, parce que notre problème aujourd'hui au Costa Rica, c'est l'accès. Air France ne vient plus, ne reviendra pas tout de suite en vol direct. Donc pour la France, on n'aura pas tout de suite de vol direct. On devra passer soit par Madrid avec Iberia, soit par Panama, qui aura a priori un vol Air France avant nous. Voilà, ça c'est notre problème aujourd'hui. Se réinventer, sincèrement, si le métier change totalement, un petit peu comme pour les salons, ça m'intéresse plus. Voilà, moi je veux faire de l'événementiel, je veux faire des incentives, je veux rencontrer les gens. On va essayer, on fait tout pour les rassurer, avec évidemment des milliers de protocoles, que ce soit nous ou les transporteurs ou les hôteliers. On est tous prêts. Certains hôtels ne vont pas ouvrir avant octobre. Parce qu'ils sont trop gros, parce que pour le marché national, c'est pas intéressant. Donc voilà, la situation, on est vraiment en stand-by, on attend, on regarde des informations, on regarde les essais cliniques sur les vaccins, et voilà, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Sincèrement, je vois rien d'autre. Merci Mathias pour ce témoignage. Merci Mathias. Et bon, merci à Frédéric Laurin et à Yannick Villain d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vais laisser la parole à Olivier pour faire une synthèse et conclure l'émission. Ok, merci Alexis. Bon, merci beaucoup à nos invités d'avoir participé à ce live. C'était intéressant la partie salon en première partie, dans le sens où on avait vraiment deux cas de figure radicalement différents. L'un, salon à 90% français, avec des exposants français et seulement 10% à l'international, par rapport à IFTM, qui lui est totalement un salon international. Donc évidemment, avec les mesures que nous connaissons aujourd'hui, est terriblement impacté. Là aussi, une différence entre ces deux salons, un qui devait avoir lieu en avril, si je me souviens bien, en mai, pardon, et décalé donc en septembre, mais qui était à l'époque du confinement, enfin du début du confinement, était quasiment bouclé. Et l'autre, après IFTM, pardon, qui lui a été décalé à une date beaucoup plus tardive, après le début du confinement, j'entends. En tout cas, ce qui ressort très fortement, c'est non seulement que les salons sont un go, c'est-à-dire que c'est la reprise, on a besoin d'un salon pour redémarrer le business, ça c'est super important, c'est un média qui évidemment est au cœur de nos professions. Alors bien évidemment, comme tout média qui se respecte, et je sais de quoi je parle, on est en bout de chaîne, que ce soit un média présentiel comme un salon ou un média, magazine ou autre, on est en bout de chaîne, donc forcément on est impacté par la vie économique de nos exposants pour les salons ou de nos clients ou de nos annonceurs pour les médias presse. Et que, évidemment, quand ils vont mal, on ne peut pas non plus se targuer d'aller très bien non plus et qu'on subit cette situation. Donc, effectivement, ces salons vont être impactés. Ça va être une année de transition. Mais en tout cas, ce qui m'a
qui m'a donné du moral, c'est ce besoin qu'ont les professionnels, donc exposants de ces salons, le besoin qu'ils ont absolument de se retrouver, de retrouver et leurs clients et leurs prestats, etc., à travers ces salons. Et que, en fin de compte, j'ai bien aimé la réflexion de Frédéric Lorrain, IFTM, où surtout jamais un salon 100% digital. On est là pour se rencontrer, on a besoin de se toucher, de prendre des verres, et c'est vrai que dans le tourisme, on en prend. Donc, on a besoin de ce côté humain, tout simplement, et c'est super important. Donc, et on en a tous eu un petit peu ras-le-bol des fameux apéros Skype qui nous ont beaucoup amusés au début et qui nous fatiguaient un peu à la fin du confinement. Donc, on a vraiment besoin de ces salons. Donc, bonne reprise, bon salon. Pour la partie Tour du Monde, et donc avec Mathias Serra de Acast Costa Rica, j'ai bien compris que là, pour l'instant, le business est totalement à l'arrêt parce que le Costa Rica, contrairement, par rapport à nous, a été touché plus tardivement par la pandémie. Et donc, subit aujourd'hui ce que nous, en France et en Europe, on a subi il y a quelques semaines maintenant. Donc, bon, voilà, j'ai bien noté les annulations, évidemment, de toutes les opérations, mais certaines qui sont reportées, donc la quasi-totalité sont reportées, et certaines sont même reportées début septembre, donc ça, c'est plutôt sympa et de bon augure. Et sinon, le reste est bien évidemment reporté en 2021. J'ai noté le problème que le Costa Rica rencontre, plutôt qu'effectivement besoin de se réinventer ou pas. Aujourd'hui, ce n'est pas l'actualité. L'actualité, c'est de pouvoir faire du business, et que pour ce faire, il va falloir des transporteurs qui jouent le jeu. J'ai donc bien noté qu'Air France avait annulé ses vols, sa rotation sur le Costa Rica, et que, comme si ça ne suffisait pas, le petit souci maintenant pour le Costa Rica, c'est de ne plus être direct, et que les groupes vont devoir passer par Madrid, je crois, si j'ai bien entendu. Oui. Donc, c'est pas fait pour arranger les choses. Mais encore une fois, besoin de se retrouver et besoin du présentiel. Et à n'en pas douter, les groupes vont redémarrer. En tout cas, on sera à vos côtés pour en parler et pour vous aider à ce que ça se fasse le plus vite possible. Voilà, merci infiniment à nos invités. Merci à Michel également pour ses commentaires sur la partie pro et la partie médicale. Alexis, merci infiniment et on se retrouve très vite pour un prochain live. Alexis. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Tout le monde. Au revoir.